Et puis polaire. Plus de 150 ans après sa naissance, à l'heure des avions supersoniques et autres engins à moteur, elle reste un moyen de locomotion privilégié. Dans les pays en voie de développement, en Inde ou en Chine, la bicyclette est la voiture du pauvre. Des spécimens par centaines de millions courent les rues. Chez nous, elle connaît un regain d'intérêt sans précédent. En France, les ventes ont rarement été aussi fortes, avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus par an. La petite reine a de l'avenir. Qui a eu l'idée d'inventer une telle merveille? Comment a-t-elle évolué à travers le temps? Pourquoi aujourd'hui connaît-elle encore un tel succès? Regardez, vous verrez, son histoire en dit long. Tout commence en 1817 avec le baron de Dreux. Avant lui, personne n'avait imaginé qu'un engin sur deux roues puisse avoir une quelconque utilité. À l'esprit de tous, à l'époque, une telle machine est forcément instable et inutilisable. Si bien que lorsqu'il présente pour la première fois sa machine à courir, on le prend pour un farfelu. Mais bien vite, on s'aperçoit que sa draisienne, comme on l'appellera plus tard, est d'un usage facile. Quelques coups de pied suffisent à lui donner la vitesse nécessaire pour la stabiliser. Dreux avait observé une chose toute simple. Une roue en rotation se tient bien droite si on la fait tourner assez rapidement. Et elle est d'autant plus stable qu'elle va vite. Si vous voulez vous en persuader, vous pouvez toujours faire cette expérience. Démontez une roue et faites-la tourner à grande vitesse entre vos deux mains. Lâchez une des mains et vous verrez, elle tient bien droite sur le bout de votre autre doigt. En perdant de la vitesse, elle finit toutefois par s'affaler, entraînée par son propre poids. C'est là tout le secret de la bicyclette. Il suffisait de lui donner un peu de vitesse pour qu'elle tienne bien droite, en équilibre, autour de son axe de rotation. Il fallait y penser, le baron de Dreux l'a fait. En quelques années, son engin connaît le succès qu'il mérite. Les gens de la haute s'en amusent, surtout en Angleterre, où le dandy sportif et mondain se régale de cette petite merveille. Un certain Johnson en commercialise plusieurs milliers et crée des manèges où l'on vient tourner au rythme de sa draisienne. En France, le succès est moindre. Heureusement, la famille Michaud en possède un exemplaire. Le père, alors constructeur de voitures, adore bricoler et un jour, sur les conseils de son fils, il adapte des manivelles à pied sur la roue avant de sa draisienne. Les pédales sont nées. On ne marche plus, on pédale et on tient en équilibre. On est en 1861, la draisienne devient Micheline ou vélocipède. La machine connaît un succès immédiat. Le fils de Napoléon III adore ça et fait de longues promenades avec le fils Michaud. En 1867, la production devient industrielle. Le vélocipède se répand dans toute l'Europe. Mais en 1869, l'effet de mode s'estompe. En effet, la Micheline n'a pas que des atouts. Son confort rudimentaire lui vaut le surnom de tape-cul et ce ne sont pas les bandages en caoutchouc qu'un certain Clément Ader adapte aux roues qui vont y changer grand-chose. Autre handicap, l'engin se traîne à moins de 18 km/h, en vitesse de pointe. À chaque tour de pédale, la roue ne fait qu'un tour. Le vélocipédiste progresse d'une distance équivalente à la circonférence de la roue. Pas de quoi inquiéter un cheval au galop. En 1870, pour remédier à cela, James Starley, un Anglais, a l'idée simplissime de transformer le vélocipède en Grand-Bi. Une machine ahurissante avec une petite roue à l'arrière et une immense roue à l'avant pour augmenter sa vitesse de propulsion. 2,30 mètres de diamètre pour les plus grandes. Le Grand-Bi fait le bonheur des fous de vitesse et des courses s'organisent un peu partout. Mais il faut être un peu casse-cou pour aller se percher en équilibre à son sommet. Et comme tout le monde n'est pas acrobate, les inventeurs cherchent une nouvelle formule. Le quadricycle, le tricycle, le tandem, tout y passe. On prévoit la fin du bicycle au profit du tricycle quand, le 30 mars 1879, Henry John Lawson dépose son brevet pour un bicycle à roue arrière motrice et à transmission par chaîne. L'idée est révolutionnaire, simple, encore fallait-il y penser. Fini la grande roue pour aller vite, tout
passe à présent par la démultiplication. Et c'est encore elle qui propulse tous nos vélos d'aujourd'hui. Regardez, à l'avant, un pédalier denté. À l'arrière, un pignon denté 3 fois plus petit. Entre les deux, la chaîne. Regardez l'efficacité du système. Si je donne un tour de pédale, comptez combien de tours fait la roue arrière. 1, 2, 3. 3 fois plus qu'avec une Micheline ou un Grand-Bi. Et la machine a donc progressé d'une distance équivalente à 3 fois la circonférence de la roue. Explication. Sur un Grand-Bi ou une Micheline, les pédales sont fixées directement à l'axe de rotation de la roue. Quand elles font un tour, la roue fait un tour et l'engin progresse d'une distance équivalente à la circonférence de la roue. Imaginons à présent un système de propulsion par chaîne tout à fait inutile, mais qui permet de comprendre les choses. Le pédalier et le pignon de la roue arrière ont la même circonférence. Quand les pédales font un tour, le pédalier fait de même et la chaîne se déplace d'une distance équivalente à la circonférence du pédalier. Elle entraîne ensuite le pignon qui, parce qu'il a la même taille que le pédalier, fait aussi un tour. La roue tourne donc une fois. Résultat, on n'a rien changé par rapport au système précédent. L'engin parcourt la même distance. Revenons à une vraie bicyclette avec un gros pédalier et un pignon d'une circonférence 3 fois plus petite. Cette fois, quand les pédales et le pédalier font un tour, la chaîne se déplace toujours d'une distance équivalente, mais le pignon, lui, ne fait plus un tour, mais 3, puisqu'il est 3 fois plus petit. La roue le suit dans sa ronde et tourne 3 fois, faisant parcourir un engin une distance 3 fois plus importante. Ainsi, plus le pignon est rikiki et plus la progression est importante. Mais en contrepartie, plus l'effort à fournir est important. En réalité, 10 ans avant Lawson, le principe de la propulsion par chaîne avait déjà été découvert par 2 Français, Eugène Meyer et André Guillemet. Mais ne se rendant pas compte de l'importance de leur découverte, ce prototype restera au fond de leur atelier. Dommage pour eux, car le brevet de Lawson séduira les industriels anglais. Ils s'emparent de l'idée et de 1880 à 1890, la bicyclette moderne prend vie. La roue avant se réduit, le cadre, après être passé par des formes extravagantes, prend son allure triangulaire d'aujourd'hui. L'équilibre et la sécurité sont assurés. En 1888, John Boyd Dunlop dépose le brevet pour les pneumatiques. L'année suivante, toutes les bicyclettes en sont équipées. Juchée sur ses petits coussinets d'air, elle devient plus confortable. En 1890, la bicyclette moderne est née. En 10 ans, elle s'impose. Les armées du monde entier, les facteurs, la police se mettent aux 2 roues, les médecins et les curés aussi en tournée. Tous les bourgeois dignes de ce nom ont leur bicyclette. Les promenades entre amis sont très prisées. Le vélotourisme se développe un peu partout et des courses au retentissement mondial s'organisent. En 1900, la France compte 1 million de bicyclettes en circulation. Les États-Unis et la Grande-Bretagne 2 fois plus. Sachez qu'en 10 ans, le nombre de bicyclettes en France a été multiplié par 20. Dans les années 30, la petite reine se démocratise et ne coûte plus qu'un mois de salaire d'un ouvrier. En 1936, elle conduit les Français sur les routes des congés payés. 10 millions de 2 roues sont alors en circulation. Pendant la guerre, alors que l'essence est rationnée, elle reste le moyen de transport le plus prisé. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des années 50. La bicyclette est alors à son zénith, avec plus de 15 millions de spécimens en circulation. Mais l'automobile commence très sérieusement à lui faire de l'ombre. Car près de 100 ans après sa naissance, le 4 roues à moteur devient plus accessible. Jusqu'au début des années 80, le marché du biclou en subira les conséquences. Le vélo utilitaire ne trouve plus sa place dans un monde fait pour la voiture et le vélo de tourisme n'a plus la cote. Jusqu'au jour où arrive des États-Unis un engin extraterrestre. Le mountain bike ou VTT, vélo tout-terrain. Taillé comme une moto de cross sans moteur, sobre, utilisant de nouveaux matériaux, plus légers, plus solides, maniable sur tous les terrains, il séduit. On croit à l'effet de mode passager, mais il n'en est rien. Le VTT rapproche de la nature, il répond aux aspirations écologiques de l'époque. Aujourd'hui, il occupe les 3/4 du marché. Son succès a ravivé le débat sur la place que doit tenir la bicyclette dans les transports urbains. À l'instar des Pays-Bas, La Rochelle, Strasbourg et d'autres municipalités ont opté pour les 2 roues et le transport en commun.